Je m'appelle Gérard, et il y a quelques mois, ma propre fille, mon unique enfant, m'a regardé droit dans les yeux pour me dire que j'étais vieux, et que je ne servais plus à rien. Ce jour-là, dans mon petit appartement de Lyon où j'ai construit toute ma vie, j'ai compris que le père qu'elle voyait n'existait plus. Il n'était qu'un obstacle, un poids mort. Ces mots ont brisé quelque chose en moi, quelque chose que je pensais indestructible. C'était comme si toutes les années de sacrifice, tout l'amour que j'avais donné, s'étaient évaporés en une seule phrase cruelle. Je vous le demande sincèrement, qu'auriez-vous fait à ma place? Écoutez mon histoire jusqu'au bout, et dites-moi. Qu'auriez-vous fait à ma place? Dites-moi aussi de quelle ville vous m'écoutez, s'il vous plaît. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas seul dans cette épreuve. Si vous voulez entendre d'autres histoires comme celle-ci, des histoires de vie et de dignité, abonnez-vous à la chaîne. Tout a commencé un mardi après-midi. Le soleil filtrait à travers mes vieilles fenêtres, éclairant la poussière qui dansait dans l'air. J'étais en train de trier de vieilles photos de ma femme, Anne, quand on a sonné à la porte. C'était Élodie. Je l'ai tout de suite reconnue à sa façon d'appuyer sur la sonnette, impatiente. Elle est entrée sans même un vrai bonjour, son manteau de marque et son sac à main coûteux semblant déplacés dans mon modeste salon. Elle n'a pas perdu de temps. Son entreprise, une boutique d'articles de luxe, était au bord de la faillite. Elle avait besoin de 80 000 €, et vite. Les banques lui avaient toutes dit non. Alors elle est venue vers moi, son dernier recours, avec une seule idée en tête. Que je vende cet appartement, le seul toit qu'il me reste, et que je lui donne toutes mes économies pour sauver son rêve. Je l'ai écoutée en silence, le cœur serré. Je savais qu'elle n'était pas douée avec l'argent. Lui donner tout ce que j'avais, c'était comme jeter de l'eau dans un panier percé. J'ai essayé de lui expliquer doucement que c'était tout ce qu'il me restait pour mes vieux jours, pour ne dépendre de personne. Je lui ai dit que l'appartement était rempli de souvenirs d'elle, de sa mère. Ma prudence l'a mise hors d'elle. Son visage s'est durci, et c'est là qu'elle a prononcé ces mots, des mots que je n'oublierai jamais. À quoi bon te parler? Tu es vieux et tu ne sers plus à rien. Tu ne comprends rien à la vie moderne. Cet appartement est la seule chose de valeur que tu possèdes, et tu n'es même pas capable d'aider ta propre fille avec ça. Chaque mot était comme un coup de poignard, précis et glacial. Je n'ai rien répondu. Que pouvais-je dire? Crier? L'insulter à mon tour? Non, j'ai simplement baissé la tête, le silence qui a suivi était assourdissant. Dans ce silence, je ne voyais plus ma petite fille, celle à qui je lisais des histoires le soir. Je voyais une étrangère, une femme dure et avide, dont les yeux ne brillaient que d'impatience. Mon regard a glissé vers la photo d'Anne sur le buffet. Je lui avais promis, sur son lit de mort, de toujours veiller sur Élodie. À cet instant, j'ai senti que j'avais échoué. Pas en refusant l'argent, non. Mais en ayant élevé une enfant capable d'une telle cruauté. La douleur n'était pas de la colère, c'était une déception si profonde, qu'elle me vidait de toute force. J'étais juste un vieil homme, inutile, face à la faillite de ma propre vie. Elle se tenait là, devant moi, tapant du pied, attendant ma capitulation. Elle n'avait même pas conscience de la violence de ses propos. Pour elle, ce n'était qu'une négociation, une simple transaction. Elle voyait un appartement, des murs, de l'argent. Moi je voyais les fantômes de toute une vie, les rires de sa mère, ses premiers pas dans ce même salon. J'ai senti mes mains, ces vieilles mains de maçon qui ont tant travaillé pour elle, se mettre à trembler. Pas de peur, mais d'une immense tristesse. Elle voulait que je sacrifie mon passé et ma sécurité, pour son avenir incertain, un avenir dans lequel, visiblement, je n'avais plus ma place. Le monde s'était arrêté. Je savais que la réponse que j'allais lui donner, quelle qu'elle soit, changerait tout, pour toujours. Le lien entre nous venait de se rompre. Je suis né dans un petit village, juste après la guerre, à une époque où il fallait reconstruire non seulement les maisons, mais aussi les vies. On n'avait pas grand-chose, mais on avait le sens du travail et de la communauté. Mon père était agriculteur, et j'ai appris très tôt que rien ne venait sans effort. La terre est dure, elle ne donne qu'à ceux qui la respectent, et qui se lèvent avant le soleil. C'est cette éthique qui m'a suivi toute ma vie quand j'ai décidé de partir pour Lyon. Je voulais plus que des champs à perte de vue. Je voulais construire quelque chose de mes propres mains, quelque chose de solide, de durable. Je ne savais pas encore que je finirais par construire une vie pour quelqu'un d'autre, en oubliant la mienne. À Lyon, je suis devenu maçon. Ce n'était pas un métier prestigieux, mais c'était un travail honnête. Mes mains, aujourd'hui pleines de cicatrices et de callosités, racontent l'histoire de dizaines d'immeubles de cette ville. Chaque brique que je posais, chaque mur que je montais, c'était une petite victoire. Je me disais que des familles allaient vivre là, rire, s'aimer, être en sécurité grâce à mon travail. J'étais fier de ça. Je rentrais le soir, épuisé,
le corps endolori, mais avec le sentiment du devoir accompli. C'était une vie simple, sans fioritures, mais elle avait un sens. Un sens que j'ai l'impression d'avoir perdu aujourd'hui, comme si tous ces murs que j'ai bâtis s'étaient effondrés sur moi. C'est dans un bal de quartier que j'ai rencontré Anne. Elle n'était pas du genre à se faire remarquer, mais son sourire avait quelque chose de spécial. Il pouvait éclairer la plus sombre des journées. Nous venions du même monde, celui des gens simples qui ne demandent pas la lune, juste un peu de bonheur et de tranquillité. On s'est mariés 1 an plus tard, sans grande cérémonie, mais avec une promesse sincère. On a économisé sou par sou pour acheter ce petit appartement, notre nid. On le décorait avec des meubles trouvés dans des brocantes, on le rendait chaleureux avec notre amour. C'était notre forteresse contre le monde extérieur. Un lieu où l'on pouvait être nous-mêmes, sans faux semblant. Chaque soir en rentrant du chantier je la retrouvais. Elle m'attendait avec un repas chaud, et on parlait de notre journée. C'était des conversations simples, sur le temps, les voisins, nos petits projets. On rêvait d'avoir un enfant, d'agrandir la famille, de remplir cet appartement de rire. On n'avait pas besoin de luxe, de voyage à l'autre bout du monde. Notre richesse c'était notre complicité, notre respect mutuel. Je n'ai jamais levé la voix sur elle. Et elle ne m'a jamais manqué de respect. On était une équipe. Une équipe solide, je le croyais, jusqu'à ce que la vie décide de nous mettre à l'épreuve de la plus cruelle des manières. L'arrivée d'Élodie a tout changé. Elle est devenue le centre de notre univers. D'un seul coup, mon travail n'était plus seulement pour nous, il était pour elle. Chaque heure supplémentaire, chaque week-end sacrifié, c'était pour lui offrir ce que nous n'avions jamais eu. Une belle chambre, des jouets, des vêtements neufs, et surtout la promesse d'une bonne éducation. Je voulais qu'elle ait le choix. Qu'elle ne soit pas obligée de suivre une voie toute tracée comme moi. Je me souviens de ses premiers pas dans ce salon, de ses éclats de rire qui résonnaient contre les murs. Pour ces moments-là, j'aurais déplacé des montagnes sans hésiter. Anne et moi, nous étions d'accord sur tout la concernant. On voulait qu'elle soit heureuse, mais aussi qu'elle comprenne la valeur des choses. On lui apprenait la politesse, le respect des aînés, l'importance de l'honnêteté. Je passais des heures à lui lire des histoires, même quand mes yeux se fermaient de fatigue. Je l'emmenais au parc, je lui construisais des cabanes avec des draps et des chaises. J'étais peut-être un simple ouvrier pour le reste du monde. Mais pour elle, j'essayais d'être un roi. Un père qui, à défaut de lui offrir un royaume, lui donnait tout son temps et tout son cœur. C'était ça, ma véritable richesse. J'avais un rêve secret. Un rêve que je n'ai partagé qu'avec Anne. J'aurais aimé ouvrir une petite menuiserie. J'adorais le bois, son odeur, sa texture. J'imaginais créer des meubles, des objets uniques, travailler pour moi, à mon rythme. C'était un rêve modeste, à l'image de ma vie. J'avais même commencé à mettre un peu d'argent de côté, dans une vieille boîte en fer. Mais quand Élodie a grandi, ses besoins ont grandi avec elle. Les études coûtaient cher, et il était hors de question qu'elle soit privée d'une opportunité à cause de l'argent. Alors j'ai rangé ce rêve dans un coin de ma tête, et la boîte en fer a servi à autre chose. Son avenir était plus important que mes envies. C'est ce que je me répétais. Quand elle a été acceptée dans une grande école de commerce, notre fierté était immense. C'était la consécration de tous nos efforts. Mais pour payer les frais de scolarité exorbitants, il a fallu faire un sacrifice de plus. J'ai vendu le petit lopin de terre que j'avais hérité de mes parents, le dernier lien qui me rattachait à mon village natal. Ça m'a fait mal, plus que je ne l'ai jamais admis. C'était comme vendre une partie de mes racines. Mais quand j'ai vu le sourire d'Élodie, j'ai su que j'avais fait le bon choix. Ou du moins, c'est ce que je croyais à l'époque. Elle a réussi. Elle a obtenu son diplôme avec mention, elle a trouvé un bon travail, puis elle a décidé de monter sa propre entreprise. Elle entrait dans un monde qui n'était pas le mien. Un monde de réunions, de stratégie marketing, de vêtements de marque. J'étais fier, bien sûr, mais je sentais déjà qu'un fossé se creusait entre nous. Nos conversations n'étaient plus les mêmes. Je ne comprenais pas la moitié de ce qu'elle me racontait, et elle semblait s'ennuyer quand je lui parlais de mon quotidien de retraité, de mon jardinage sur le balcon, ou de mes parties de pétanque avec les amis. Puis la maladie d'Anne est arrivée, sans prévenir, comme un voleur dans la nuit. Tout s'est écroulé. Les projets, les rires, la tranquillité. Mon rôle a changé. Je n'étais plus seulement un mari et un père, j'étais un infirmier, un soutien permanent. J'ai passé des mois à son chevet, à lui tenir la main, à lui murmurer que tout irait bien, même si je savais que je mentais. Élodie venait nous voir, bien sûr, mais elle était prise par son travail, sa nouvelle vie. Je ne lui en ai jamais voulu. Je me disais que c'était le cours normal des choses, que les enfants devaient construire leur propre avenir. Sur son lit de mort, Anne m'a fait faire une promesse. Sa voix n'était qu'un souffle, mais ses mots sont gravés en moi pour l'éternité. Promets-moi de veiller sur elle, Gérard. Promets-moi qu'elle ne sera jamais seule. Elle est forte, mais parfois, elle est fragile.
J'ai hoché la tête, les larmes m'aveuglant. J'ai promis. C'est devenu le serment le plus sacré de ma vie. Après son départ, cet appartement est devenu si grand, si vide. Le silence était assourdissant. Il n'y avait plus qu'Élodie et moi. Et cette promesse qui me liait à elle plus que jamais. Je me suis accroché à cette promesse comme à une bouée de sauvetage. Je m'assurais qu'elle ne manque de rien. Je l'appelais régulièrement, même si nos conversations étaient courtes. Je lui préparais ses plats préférés quand elle daignait venir dîner. Je faisais semblant de ne pas voir son regard impatient, son besoin de repartir vite vers sa vie trépidante. Je me disais que c'était ma façon d'honorer la mémoire d'Anne. Je ne voulais pas être un fardeau. Je restais dans mon coin, discret, un père silencieux qui observait de loin la vie de sa fille, espérant secrètement un geste, un mot, qui ne venait jamais. Pour ses 30 ans, j'avais économisé pendant des mois, pour lui offrir une jolie montre, un modèle classique que j'avais vu en vitrine. Je pensais que ça lui ferait plaisir. Quand je la lui ai donnée, elle a souri poliment, a dit merci, et l'a posée sur un meuble. Je ne l'ai jamais vue la porter. C'est peut-être un détail pour certains, mais pour moi ça voulait tout dire. Ce que je pouvais lui offrir, avec mes moyens, n'avait plus aucune valeur à ses yeux. Mes efforts, mes sacrifices, tout cela appartenait à un passé qu'elle préférait oublier. J'étais le gardien d'un musée dont elle ne voulait plus visiter les salles. Le jour où elle a épousé cet homme d'affaires ambitieux qui me regardait de haut, j'ai compris que je l'avais perdu un peu plus. Lors du mariage, j'étais assis à une table au fond, avec de lointains cousins. Comme si on voulait me cacher. Mon accent, mes mains abîmées, mon costume un peu démodé, tout semblait la gêner. J'ai vu la honte dans ses yeux, quand son mari a fait une blague sur mon passé d'ouvrier. Ce jour-là, j'ai compris que la promesse faite à Anne devenait de plus en plus lourde à porter. Je ne devais plus seulement la protéger du monde, mais aussi d'elle-même. Les années ont passé, et le fossé est devenu un gouffre. Les appels se sont espacés, les visites sont devenues des formalités expédiées en quelques minutes. Ses enfants, mes petits-enfants me connaissaient à peine. On leur avait appris que Papy Gérard était gentil, mais qu'il vivait dans un autre temps. Je suis devenu une relique, un souvenir vivant de ses origines modestes, des origines dont elle avait visiblement honte. Chaque silence, chaque anniversaire oublié, chaque invitation annulée à la dernière minute, était une petite humiliation, une fissure de plus dans le cœur d'un père qui n'avait vécu que pour elle. Et puis il y a eu ce mardi, ce fameux mardi où elle est venue frapper à ma porte, non pas pour prendre de mes nouvelles, mais pour exiger le dernier sacrifice. En la regardant me parler de son entreprise, de ses dettes, de la nécessité de vendre mon appartement, je n'ai pas seulement vu une femme d'affaires désespérée. J'ai revu toutes ces années défiler. La terre de mes parents, mon rêve de menuiserie, les heures passées au chevet de sa mère, la promesse. Et j'ai compris. J'ai compris que pour elle, tout cela n'avait jamais existé. Il n'y avait que le présent, ses besoins, son urgence. La petite fille que j'avais portée dans mes bras avait disparu, remplacée par cette étrangère qui me demandait de détruire mon passé pour sauver son futur. Après son mariage, tout a subtilement changé. Ce n'était pas brutal, non, c'était insidieux, comme une marée qui monte doucement et qui, sans qu'on s'en aperçoive, finit par tout submerger. Son mari, Marc, était un homme d'affaires, toujours impeccable dans son costume, avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Il parlait d'investissement, de portefeuille, de croissance, des mots qui sonnaient creux à mes oreilles d'ouvrier. Élodie a commencé à utiliser ce langage, elle aussi. Nos conversations, autrefois simples et chaleureuses, sont devenues des sortes de rapports d'activité. Je sentais que mon monde, celui du travail manuel et des valeurs simples, n'avait plus sa place dans le sien. C'était le début de la fin, mais je ne le savais pas encore. Marc ne m'a jamais manqué de respect ouvertement, c'était plus pervers que ça, c'était des petites piques, des sourires en coin, des questions faussement innocentes. « Alors Gérard, toujours la pétanque ?» disait-il avec un air qui signifiait « Pauvre vieux, tu n'as que ça à faire. » Il parlait de mon passé de maçon, comme d'une anecdote exotique, une sorte de folklore familial. Je me souviens d'un dîner où il a raconté à ses amis comment j'avais construit la moitié de Lyon, avec mes petites mains. Il y avait de la condescendance dans sa voix, comme si mon travail, ma sueur, n'était qu'une histoire amusante à raconter entre deux verres de vin cher. Élodie riait, un peu gênée, mais elle riait. Et chaque rire était une trahison. Les visites se sont espacées. Au début, c'était une fois par semaine, puis une fois toutes les 2 semaines. Puis, un coup de fil rapide le dimanche soir est devenu la norme. Quand il venait, il restait sur le seuil.
comme s'ils avaient peur de se salir dans mon modeste appartement. Ils regardaient leur montre, toujours pressés, toujours une réunion importante ou un dîner mondain qui les attendait. Je leur préparais un café, mais ils le buvaient à peine. Le silence entre nous était pesant, rempli de tout ce qu'on ne se disait plus. Je n'étais plus un père qu'on venait voir par plaisir, mais une obligation à rayer de l'agenda de la semaine. Quand mon premier petit-fils, Léo, est né, j'ai cru que tout allait changer. J'ai ressenti une joie immense, une nouvelle raison de vivre. J'imaginais déjà lui apprendre à bricoler, lui raconter des histoires, comme je l'avais fait avec sa mère. Mais on m'a vite fait comprendre ma place. J'étais le papy Gérard, celui qu'on voit de temps en temps, mais qu'on ne laisse pas trop s'approcher. J'avais l'impression d'être un visiteur, pas un grand-père. Quand je le prenais dans mes bras, Élodie était toujours là, nerveuse, prête à me le reprendre au moindre prétexte. « Attention papa, tes mains ne sont pas assez propres », disait-elle parfois. Mes mains, celles qui avaient tout construit pour elle. Pour son premier anniversaire, j'avais passé des semaines à lui fabriquer un petit cheval de bois dans mon coin de balcon. J'y avais mis tout mon cœur, tout mon savoir-faire d'amateur. J'étais si fier de mon travail. Quand je le lui ai offert, Élodie a eu un sourire forcé. « Oh, c'est gentil papa, mais tu sais, les jouets en bois, ce n'est pas très hygiénique. Et puis, il a déjà tellement de jouets éducatifs, tu comprends. » Elle a pris le cheval et l'a posé dans un coin, derrière une plante. Je ne l'ai plus jamais revu. Ce jour-là, j'ai compris que même mes cadeaux, même le fruit de mon travail et de mon amour, n'avaient plus de valeur. C'était une humiliation silencieuse, mais profonde. Avec la naissance de sa sœur, Chloé, 2 ans plus tard, le schéma était déjà bien installé. J'étais le grand-père lointain, celui de l'appartement qui sent « le vieux », comme Léo l'avait dit un jour, en répétant sans doute ce qu'il avait entendu. Je venais pour les anniversaires, mais je me sentais comme un étranger. Je m'asseyais dans un fauteuil, et je regardais la fête se dérouler sans moi. Les enfants ne venaient pas vers moi spontanément. On devait leur dire « Va faire un bisou à papy Gérard ». Et ils le faisaient, à contre-cœur, comme une corvée. J'étais devenu une figure décorative, un meuble qu'on sort pour les grandes occasions. Le pire c'était d'entendre ce qu'on leur apprenait sur moi. Un jour en jouant avec Léo, il m'a demandé « Papy, c'est vrai que tu es pauvre ?» J'ai été foudroyé. Un enfant de 5 ans ne sort pas ça de nulle part. Je lui ai demandé qui lui avait dit ça. Il a répondu, avec toute l'innocence de son âge, « C'est papa Marc. Il a dit que tu n'as pas une belle maison comme nous, parce que tu n'as pas bien travaillé à l'école. » J'ai senti les larmes me monter aux yeux. On apprenait à mes propres petits-enfants à avoir honte de moi, de mon histoire, de la vie que j'avais menée, pour que leur mère puisse justement bien travailler à l'école. Le point de non-retour a été atteint lors d'un repas de Noël. Toute la famille de Marc était là, des gens élégants qui parlaient fort, et riaient de choses que je ne comprenais pas. La table était magnifiquement dressée, mais il n'y avait pas de place pour moi. « Oh, papa, on est un peu serré, tu ne nous en veux pas si tu manges dans la cuisine ? » « Tu seras plus tranquille, » m'a dit Élodie avec un faux sourire compatissant. J'ai donc mangé mon repas de Noël seul, sur un coin de table dans la cuisine, pendant que j'entendais les rires et les conversations de l'autre côté du mur. Ce soir-là, je n'étais plus invisible, j'étais banni. Je n'étais plus de la famille, j'étais le domestique. Mon 70e anniversaire est arrivé quelques mois plus tard. J'ai attendu toute la journée un appel, une visite, rien. Le soir, vers 22h, mon téléphone a sonné. C'était Élodie. « Ah, papa, excuse-moi, j'ai eu une journée de folie. »« Bon anniversaire, hein ? On essaye de passer te voir un de ces jours. » Sa voix était pressée, distraite. Elle avait oublié. Elle avait oublié le jour de la naissance de son propre père. J'ai raccroché, et je me suis assis dans le silence de mon salon. Le gâteau que j'avais acheté le matin même est resté dans sa boîte. Ce n'était plus de la tristesse que je ressentais, c'était un vide immense. J'ai commencé à prendre mes distances pour me protéger. J'ai arrêté d'appeler. À quoi bon ? Pour entendre des soupirs d'impatience à l'autre bout du fil ? Pour me sentir comme un gêneur ? Je me suis renfermé dans mon appartement, avec mes souvenirs et la photo d'Anne. Je lui parlais souvent, à voix basse. « Tu vois ma chérie, j'ai échoué. Notre fille, je ne la reconnais plus. » C'était ma seule compagnie, le fantôme d'un amour qui, lui au moins, était resté pur et intact. Le monde extérieur, celui de ma fille, était devenu trop cruel. Parfois je m'asseyais près de la fenêtre et je regardais les gens passer dans la rue. Des familles, des couples, des jeunes. Et je me demandais où j'avais fait une erreur. Avais-je trop donné ? N'avais-je pas été assez sévère ? Étais-je responsable de ce qu'elle était devenue ?
Ces questions tournaient en boucle dans ma tête, sans réponse. La solitude est une mauvaise conseillère, elle vous fait porter tous les fardeaux du monde. Je me sentais coupable de ma propre peine, coupable de ne plus être le père fort et protecteur que j'avais été. Un jour, Élodie a appelé, et sa voix était différente, chaleureuse, presque affectueuse. Mon vieux cœur de père s'est emballé. J'ai cru à un miracle, à un retour en arrière. Je me suis dit, ça y est, elle a compris, elle a besoin de son père. Elle m'a demandé comment j'allais, a pris des nouvelles de ma santé, chose qu'elle ne faisait jamais. J'étais si heureux, si soulagé. J'étais prêt à tout pardonner, à tout oublier. L'espoir est une chose tenace, même quand il n'y a plus aucune raison d'espérer. Mais la chute a été d'autant plus dure. Après quelques minutes de fausse gentillesse, la véritable raison de son appel est tombée. Dis papa, est-ce que tu pourrais garder les enfants ce soir? Notre nounou nous a lâchés, et on a un dîner très important pour le travail de Marc. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Je n'étais pas son père, j'étais une solution de dépannage, une baby-sitter gratuite qu'on amadoue avec quelques mots gentils. J'ai refusé poliment, en inventant un rendez-vous. Le silence glacial à l'autre bout du fil m'a confirmé que j'avais bien compris. J'étais un outil, et ce soir-là l'outil ne fonctionnait pas. Cette conversation a été une révélation. J'ai repensé à ma promesse à Anne, veiller sur elle. Mais qu'est-ce que ça voulait dire au fond? Est-ce que ça voulait dire me laisser humilier, me laisser utiliser, me laisser effacer? Non. Veiller sur elle, c'était peut-être aussi lui apprendre ce que nous avions oublié de lui enseigner. Le respect, la dignité, la valeur des liens du sang. En la laissant me traiter ainsi, je ne lui rendais pas service. Je la laissais s'enfoncer dans son monde froid et matérialiste, un monde où même son propre père n'avait plus de valeur humaine. Je me suis regardé dans le miroir ce soir-là. J'ai vu un vieil homme, fatigué, avec des yeux tristes. Mais j'ai aussi vu le reflet du maçon qui a passé sa vie à construire des choses solides. Des murs, des fondations. Et j'ai réalisé que les fondations de ma propre famille s'étaient effondrées. Élodie ne voyait en moi qu'un obstacle, un vestige d'un passé qu'elle voulait renier. Elle ne voyait pas un père, elle voyait un problème à gérer, ou une ressource à exploiter. L'amour que je lui portais était à sens unique, et il ne suffisait plus à combler le gouffre entre nous. C'est à ce moment-là que j'ai compris. J'ai compris que la prochaine fois qu'elle viendrait me voir, ce ne serait pas par amour, mais par besoin. Et j'ai compris que je devais être prêt. Non pas pour me venger, mais pour me défendre. Pour défendre ma dignité, ma vie, et la mémoire de sa mère. Je ne savais pas encore comment, mais je savais que je ne pouvais plus continuer à être le spectateur silencieux de ma propre démolition. Le vieil homme inutile qu'elle voyait, allait devoir lui montrer qu'il lui restait encore une dernière chose à construire, son propre respect. L'abandon n'avait pas été un acte unique, mais une lente et douloureuse accumulation de petites morts. La mort du respect, la mort de la considération, la mort de l'amour filial. Chaque visite annulée, chaque anniversaire oublié, chaque mot condescendant avait été une pierre de plus sur le mur qui nous séparait. J'étais devenu un étranger pour ma propre fille, un fantôme dans ma propre vie. La douleur était devenue une compagne de tous les jours, une présence constante dans le silence de mon appartement. Et puis est arrivé ce mardi. Ce mardi, où elle a franchi ma porte avec le regard d'un prédateur qui a trouvé sa proie. Elle n'a pas vu son père. Elle a vu une solution à ses problèmes financiers. Elle a vu des murs à vendre. Un compte en banque à vider. En me traitant de vieux et inutile, elle n'a fait que dire à voix haute ce que ses actes me criaient depuis des années. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, la dernière brique de l'édifice de mon amour paternel venait de tomber. Et sur les ruines, quelque chose de nouveau commençait à naître. La résolution. Quand elle a claqué la porte, le son a résonné dans l'appartement comme un coup de fusil. Le silence qui a suivi était pire que ses cris. J'étais là, debout au milieu de mon salon, le corps tremblant, l'écho de ces mots tournant en boucle dans ma tête, vieux et inutile. Pendant des années, j'avais encaissé les petites humiliations, les oublis, la distance. Je mettais ça sur le compte de sa vie trépidante, de son ambition, de l'influence de son mari. Je me disais que c'était normal, que les enfants s'éloignaient. Mais là, ce n'était plus de la maladresse ou de l'oubli. C'était un verdict, une condamnation. Elle m'avait jugé et m'avait trouvé sans valeur. Assis dans mon vieux fauteuil, j'ai regardé la photo d'Anne. Alors c'est ça ma chérie, lui ai-je murmuré. C'est ça la fin de l'histoire? Mais au fond de cette douleur immense, quelque chose d'autre a commencé à poindre. Ce n'était pas de la colère, non. C'était une sorte de calme étrange, une lucidité froide. J'ai réalisé qu'elle ne voyait en moi qu'un vieil ouvrier à la retraite, un homme simple, dont la seule richesse était les 4 murs qui l'entouraient. Elle me sous-estimait. Elle avait toujours sous-estimé la discrétion, le silence, et la mémoire d'un vieil homme.
Elle pensait tout savoir de moi, de ma vie, de mes secrets. Elle se trompait lourdement. Car j'avais un secret si bien gardé que même Anne, de son vivant, n'en connaissait pas toute la portée. Un secret qui dormait depuis près de 30 ans dans une vieille boîte en fer, au fond d'une armoire. Tout a commencé, au début des années 90. Je travaillais sur un gros chantier dans le quartier de la Pardieu. On montait un immeuble de bureaux. Un jour de pluie, alors que la boue rendait tout glissant et dangereux, une partie de l'échafaudage s'est effondrée. Des cris, la panique. J'étais juste en dessous, mais j'ai eu le temps de sauter sur le côté. Mais un jeune homme, un ingénieur qui visitait le site, n'a pas eu cette chance. Il s'est retrouvé coincé sous un amas de tubes métalliques et de planches. Personne n'osait bouger, de peur que tout ne s'écroule davantage. J'ai vu son visage, blanc de peur, et je n'ai pas réfléchi. Je me suis faufilé sous la structure instable. C'était une folie, je le sais. Mais je ne pouvais pas le laisser là. Avec la force que me donnaient mes années de travail, j'ai réussi à soulever une poutre métallique juste assez pour qu'il puisse se dégager. Il était blessé, mais vivant. Je l'ai tiré de là quelques secondes, avant qu'une autre partie de l'échafaudage ne s'effondre à l'endroit exact où il se trouvait. On a tous les deux eu la peur de notre vie. Aux urgences, il n'arrêtait pas de me remercier, de me dire que je lui avais sauvé la vie. C'était un jeune homme ambitieux, il s'appelait Moreau, et il venait tout juste de lancer sa propre petite entreprise. Une banque régionale. Une toute petite affaire qui débutait à peine. Quelques semaines plus tard, il est venu me voir à la maison. Il voulait me récompenser. Je lui ai dit que je n'avais fait que mon devoir, que je ne voulais pas d'argent pour ça. Il a insisté. Il m'a expliqué qu'il n'avait pas beaucoup de liquidités, que tout son capital était dans son projet. Alors à la place, il m'a tendu une grosse enveloppe. À l'intérieur, il y avait des papiers, des certificats d'action de sa société, la Financière de l'Avenir. Il m'a dit « Monsieur, aujourd'hui ça ne vaut pas grand-chose. Mais un jour, peut-être, ce sera ma façon de vous remercier pour toujours. » J'ai pris l'enveloppe sans trop comprendre. Pour moi, des papiers, ce n'était pas de l'argent. C'était du vent. Le soir, j'ai montré ça à Anne. On a regardé ces documents avec nos yeux d'ouvriers. On n'y comprenait rien. Des actions, une banque. C'était un autre monde. On a ri. On s'est dit que ce jeune homme était bien gentil, mais qu'on n'allait pas devenir riche avec du papier. Notre richesse, c'était mon salaire, nos économies à la caisse d'épargne, et surtout, notre appartement et notre petite Élodie qui grandissait. Anne a dit, on va les garder, en souvenir. On a donc mis l'enveloppe dans une vieille boîte en fer, où l'on rangeait les papiers importants, et la vie a continué. On a pratiquement oublié l'existence de ces actions. On a gardé le secret pour une raison simple. On ne voulait pas que l'argent facile monte à la tête de notre fille. On lui a toujours appris la valeur du travail, de l'effort, du mérite. On voulait qu'elle réussisse par elle-même, pas grâce à un coup de chance. On avait peur que la promesse d'une richesse qu'on ne maîtrisait pas ne la détourne du droit chemin, qu'elle ne la rende paresseuse ou arrogante. C'était notre façon de la protéger. L'argent, quand on n'a pas appris à le gagner, peut être un poison. On a donc décidé que ces actions seraient nôtres au cas où. Un filet de sécurité pour une catastrophe improbable, un jour lointain. Au fil des années, j'ai parfois repensé à ce jeune homme, en me demandant ce qu'il était devenu. Mais j'étais pris par le travail, les soucis, la maladie d'Anne, puis sa mort. La boîte en fer est restée fermée. Élodie, elle, grandissait et s'éloignait. Elle et son mari me voyaient comme j'apparaissais. Un retraité modeste, un peu dépassé, dont la seule conversation tournait autour du temps qu'il fait et des souvenirs du passé. Ils étaient persuadés de tout savoir de ma situation financière. Un petit appartement, une petite retraite. C'était simple, lisible, et ça les arrangeait bien. Ça leur permettait de me cataloguer, de me mettre dans une case. La case du pauvre papa, qu'il faut plaindre un peu, mais surtout ne pas trop fréquenter. Leur mépris était basé sur leur ignorance. Ils me regardaient de haut, du haut de leur diplôme et de leur ambition, sans jamais imaginer une seconde que le vieux maçon qu'ils traitaient avec condescendance pouvait détenir un pouvoir qu'ils ne soupçonneraient jamais. C'est l'arrogance de ceux qui ne jugent que par les apparences. Ils voyaient mes mains calleuses, mon appartement modeste, mes vêtements simples, et ils en tiraient leurs conclusions. Ils ne voyaient pas l'homme derrière, celui qui avait des valeurs, une histoire, et un secret. Leur certitude d'être supérieur les a rendus aveugles. Il y a quelques années après la mort d'Anne, en faisant un grand tri dans les papiers, je suis retombé sur la boîte en fer. Par pure curiosité, j'ai sorti les certificats. Le nom Financière de l'Avenir m'a dit quelque chose. Je l'avais vu sur des publicités, dans les journaux. Ce n'était plus une petite banque régionale. C'était devenu un des plus grands groupes financiers du pays. Poussé par une impulsion,
J'ai pris rendez-vous avec un conseiller de ma propre banque, un homme discret et sérieux que je connaissais depuis longtemps. Je lui ai montré les papiers, en lui demandant ce que ça valait, à peu près. L'homme a regardé les documents, a froncé les sourcils puis est devenu tout pâle. Il a passé quelques coups de fil, a tapé des choses sur son ordinateur pendant ce qui m'a semblé une éternité. Puis il a relevé la tête et m'a regardé comme s'il voyait un fantôme. Il m'a expliqué, avec une voix tremblante, que le petit paquet d'actions que ce jeune homme m'avait donné 30 ans plus tôt, représentait aujourd'hui, après de multiples fusions et une croissance exponentielle, une part majoritaire du capital de la financière de l'avenir. Il n'arrivait pas à me donner un chiffre exact, mais il parlait de dizaines et de dizaines de millions d'euros. J'étais, sans le savoir, l'actionnaire principal, le propriétaire silencieux de ce géant de la finance. Je suis rentré chez moi ce jour-là complètement abasourdi. J'ai mis du temps à digérer la nouvelle. Moi Gérard le maçon, propriétaire d'une banque? C'était absurde, c'était une histoire à dormir debout. Mais les chiffres étaient là. Pourtant rien n'a changé dans ma vie. À quoi bon? Je n'avais pas besoin de yachts, de voitures de luxe, ou de grands châteaux. Mon bonheur il était dans les choses simples. Dans les souvenirs d'Anne, dans une partie de cartes avec les amis. Cet argent était irréel, abstrait. Je n'ai rien dit à personne, surtout pas à Élodie. À quoi bon? Ça n'aurait fait qu'attiser sa convoitise, et creuser encore plus le fossé entre nous. J'ai donc refermé la boîte en fer, et j'ai continué à vivre comme avant. Jusqu'à ce mardi. Jusqu'à ce que ma fille me jette à la figure que j'étais vieux et inutile. Ces mots ont tout changé. Ils ont donné un sens, un but, à cet argent absurde. J'ai compris que la plus grande richesse n'était pas sur un compte en banque, mais dans le respect de soi. Et j'avais laissé ma fille piétiner le mien, pendant trop longtemps. Ma promesse à Anne n'était pas de me laisser détruire, mais de veiller sur Élodie. Et veiller sur elle, aujourd'hui c'était lui donner la leçon la plus dure et la plus nécessaire de sa vie. La leçon de l'humilité. J'ai alors compris que ce secret, ce fardeau silencieux, était devenu une arme. Pas une arme pour la vengeance, non, je ne suis pas cet homme-là. Mais une arme pour la justice. Une justice silencieuse, froide et implacable, comme le monde de la finance qu'elle admire tant. Elle voulait de l'argent? Elle allait devoir le demander au système. Mais elle ne savait pas que le système, en fin de compte, c'était moi. Le vieil homme inutile avait encore une dernière chose à construire. Non pas un mur de briques, mais un mur de réalité, contre lequel son arrogance allait se fracasser. Le plan a commencé à se dessiner dans mon esprit, clair et précis. Je n'allais pas lui faire un chèque. Je n'allais pas lui faire la morale. J'allais lui offrir ce qu'elle désirait le plus. Une confrontation avec le pouvoir. Mais pas le pouvoir qu'elle imaginait. J'ai pris mon vieux téléphone, celui avec les grosses touches, et j'ai cherché un numéro que je n'avais composé qu'une seule fois il y a des années. Le numéro de la ligne directe du président du conseil d'administration de la financière de l'avenir. L'homme qui avait succédé à ce jeune ingénieur que j'avais sauvé. Il était un des seuls à connaître ma véritable identité. J'ai attendu le cœur battant, non pas d'excitation mais d'une résolution glaciale. Quand il a décroché et a reconnu ma voix, son ton est immédiatement devenu déférent. Je lui ai expliqué la situation, sans émotion. Je lui ai parlé d'une demande de près de 80 000 € faite par une certaine Élodie, gérante d'une boutique de luxe. Je lui ai demandé d'étudier son dossier selon les règles les plus strictes, sans aucune faveur. Et j'ai ajouté une dernière condition. Pour la réponse finale, je voulais qu'une réunion soit organisée au siège de la banque. Une réunion à laquelle je souhaitais assister en personne. En silence. Jusqu'au tout dernier moment, le vieil homme inutile allait entrer en scène. Les jours qui ont suivi mon appel ont été étranges. Un calme plat s'était installé en moi, un calme que je n'avais pas connu depuis des années. Je continuais ma routine de retraité. Mon café le matin, la lecture du journal, le petit tour au marché. Personne n'aurait pu deviner que ce vieil homme, qui choisissait ses légumes avec soin, venait de mettre en branle une machine financière colossale. Je n'éprouvais ni joie, ni anxiété. Juste le sentiment d'avoir posé la dernière pierre d'un édifice, le plus important de ma vie. Ce n'était pas un mur pour abriter une famille, mais une digue pour protéger ma propre dignité. Pendant que ma fille s'agitait, sans doute en appelant ses contacts, en préparant son dossier, moi je regardais la poussière danser dans un rayon de soleil, en paix. La bataille était déjà terminée, elle ne le savait juste pas encore. Le jour J, je me suis habillé comme d'habitude. Mon pantalon de velours un peu usé, ma chemise à carreaux, mon vieux par-dessus. Je n'allais pas me déguiser. Je devais y aller en tant que Gérard, le maçon, le père qu'elle avait jugé inutile.
Le siège de la banque était une immense tour de verre et d'acier, qui semblait vouloir transpercer le ciel. Un monde qui n'était pas le mien. En entrant dans le hall immense et froid, où le son des talons claquait sur le marbre, je me suis senti plus étranger que jamais. Mais je n'étais pas intimidé. J'ai pensé à tous les murs que j'avais montés. Brique par brique, sous le soleil ou la pluie. Ces murs-là étaient honnêtes. Ils avaient une âme. Cette tour, elle, n'en avait aucune. Elle n'était qu'une coquille vide, un monument à la vanité et à l'argent. On m'a fait entrer par une porte de service, et on m'a installé dans un petit bureau adjacent à la grande salle de réunion. Une vitre sans teint me permettait de tout voir sans être vu. J'ai attendu. Puis je l'ai vue arriver. Élodie, accompagnée de son mari Marc. Elle était l'image même de la réussite qu'elle voulait projeter. Tailleur impeccable, coiffure parfaite, un air de confiance presque arrogant. Elle regardait le directeur de l'agence qui l'accueillait avec une pointe de condescendance, comme si elle lui faisait une faveur en étant là. En la voyant ainsi, mon cœur s'est serré, non pas de colère, mais d'une infinie tristesse. J'ai cherché dans son visage un trait de la petite fille que j'avais tant aimée, mais je n'ai vu qu'une étrangère, une femme dure que je ne reconnaissais plus. J'ai observé la scène, comme un spectateur au théâtre. La réunion a commencé, les voix étaient feutrées mais je devinais la tension. J'ai vu le directeur, un homme au visage impassible, expliquer poliment mais fermement les raisons du refus. J'ai vu le visage d'Élodie passer de l'assurance à l'incompréhension, puis à la fureur. Elle a élevé la voix, parlé d'incompétence, de manque de vision. C'est à ce moment précis que je suis entré dans la pièce. Le silence est tombé, lourd, instantané. Tous les regards se sont tournés vers moi. Élodie m'a fusillé du regard, la honte et la colère se mêlant sur son visage. Mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, le directeur s'est levé d'un bond, son visage passant de la formalité à un respect profond. Il s'est incliné légèrement, et a dit d'une voix claire qui a résonné dans la pièce. « Monsieur Lefebvre, nous avons agi précisément selon vos instructions. » Le monde d'Élodie s'est effondré en une seconde, j'ai vu la couleur quitter son visage. L'incompréhension totale, puis la lueur d'une vérité monstrueuse, qui commençait à poindre dans son esprit. « Lefebvre, a-t-elle balbutié en me regardant comme si elle me voyait pour la première fois. Je n'ai pas dit un mot, je n'en avais pas besoin. Mon silence était ma réponse. Mon regard, celui du père qu'elle avait méprisé, était son jugement. Je suis resté là, debout, dans mes vêtements simples, au milieu de ce luxe froid, et pour la première fois depuis des années, je me suis senti entier. J'ai fait un léger signe de tête au directeur, je me suis retourné, et j'ai quitté la pièce sans un regard en arrière. Je n'avais rien à lui dire. Tout avait été dit. Ma justice n'était pas dans la ruine de son entreprise, mais dans la destruction de son arrogance. En rentrant chez moi, j'ai regardé la photo d'Anne. Ma promesse était enfin tenue. J'avais protégé notre fille, non pas de la faillite, mais d'elle-même.